Ah, au fait, je ne t'entends pas. Je ne t'entends toujours pas. Ah d'accord, voilà, parfait. Parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 7 juillet 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bienvenue à nouveau, Robert. Ravi ici. Vous m'entendez? Oui, maintenant je peux. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici, mais laisse-moi commencer, Robert, par ce qui se passe avec l'affaire de la confrontation dans le détroit d'Ormuz. Ces dernières heures, il y a eu 4 attaques contre des pétroliers qui tentaient d'emprunter la partie sud du détroit, qu'on appelle en gros les routes omanaises du détroit d'Ormuz. Et là, on voit les gardiens de la révolution iraniens attaquer et avertir ces navires de ne pas passer par la partie sud du détroit. Et puis en ce moment, ce qui se passe dans le détroit, c'est qu'ils brouillent le GPS. Du côté iranien, ils ont le sentiment que les États-Unis pourraient attaquer, et ils s'y préparent. Et il y a tout juste quelques instants, on a appris que le département du Trésor américain a annulé l'autorisation de vendre du pétrole iranien. Vous savez, cela faisait 6 jours que les sanctions sur le pétrole iranien avaient été levées. Et là, on revient au même scénario qu'avant la signature du protocole d'accord. Quelle est, selon vous, la manière dont la situation est en train d'évoluer dans la région? Donc, on a Vance qui a en quelque sorte négocié cet accord et réussi à le conclure. Mais Trump, lui, n'a cessé de s'en écarter, de le saper, de le saboter. Il l'a fait capoter pour tout un tas de raisons, alors que cet accord aurait pu être en place dès le début du mois d'avril, et qu'en pratique, il l'était déjà à ce moment-là. Et puis Trump a tout fait capoter, puis il a recommencé, encore et encore, encore et encore. Et pendant une dizaine de jours, ça semblait enfin bien parti, qu'au moins cet accord-là serait respecté. Mais au lieu de ça, Israël a complètement fait volte-face, l'a sapé, l'a saboté par ce qu'il fait au Liban, en poussant les marionnettes libanaises de l'Occident à signer des accords que l'armée libanaise, elle, n'appliquerait jamais. Donc c'était mort-né. Tout ce que ça a fait, c'est embarrasser et humilier la direction libanaise, tout en offrant une sorte de couverture symbolique à la présence israélienne dans le sud du Liban. Ensuite, il y a eu ce refus, cet échec, à libérer l'ensemble des fonds. Alors certains fonds, je crois, sont effectivement passés par les Émirats et les Qataris, mais les Américains, Trump, veut faire comme si ce n'était pas le cas. Pourtant, une grande partie de ces fonds n'a toujours pas été débloquée. La troisième partie, c'était que l'Iran avait accepté de rétablir le trafic, après 60 jours, à son niveau d'avant-guerre. Mais il y avait une condition. Non seulement toutes les autres conditions devaient être respectées, y compris le fait que Trump ne menace pas l'Iran, ce qui faisait partie du protocole d'accord, mais en plus, l'Iran devait garder le contrôle sur la manière dont le trafic entrait et sortait. Ils veulent habituer tout le monde au nouveau système d'entrée et de sortie dans le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis essaient de le saboter, de le contourner, en poussant les navires à passer plutôt par la route omanaise. Là, ils n'ont pas besoin de s'enregistrer auprès de l'Iran, ni de payer de frais de sécurité, d'évaluation environnementale, de péage ou quel que soit le nom qu'on lui donne, à l'Iran. Et même quand l'Iran a commencé à dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça », ils ont continué. Alors l'Iran a réagi en frappant certains navires. Malgré ça, on a continué, et on a même augmenté le nombre de navires qui passaient. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont visé ces autres navires.
Et ensuite, on a réagi en annulant complètement un autre aspect de l'accord, celui qui prévoyait de lever toutes les sanctions pendant au moins la même période. Donc, Trump, ça fait un moment que je le dis, Trump est incapable de conclure un accord. Ce n'est que s'il est, d'une manière ou d'une autre, poussé par Vance et d'autres, qu'il pourrait éventuellement peut-être respecter un accord. Il ne peut tout simplement pas en tenir un. Il conclut un accord avec la Russie sur l'Alaska, l'abandonne environ un mois plus tard, puis fait comme si ça n'avait jamais existé. Et ça se répète encore et encore. La Chine, la Russie et de plus en plus l'Iran comprennent à quel point Trump est incapable de tenir un accord. L'art de la négociation est devenu, dans son second mandat, l'art du non-accord. Il s'avère être le négociateur le plus stupide et le plus incompétent de toute l'histoire politique américaine. Et pourtant, on en a connu des sacrés spécimens dans cette histoire. Cet homme, qui se vantait que son grand héritage serait son talent pour conclure des accords, montre qu'il est incapable de le faire, psychologiquement incapable de tenir un accord. C'est pour ça que je pense qu'il est très peu probable qu'on parvienne un jour à un accord final avec l'Iran. La seule vraie question, c'était, est-ce qu'on pouvait au moins éviter un conflit armé? Est-ce qu'on pouvait au moins éviter un blocus? Est-ce qu'on pouvait au moins maintenir un trafic important dans le détroit? Et ça pourrait encore continuer, à cause même des aveux de Trump, qui disaient qu'on était à 2 doigts dans les semaines à venir. Et ça, c'était il y a déjà plusieurs semaines. En gros, il avait dit qu'à la fin de la semaine prochaine, on serait à court de diesel critique, à court de kérosène critique, à court d'éléments essentiels du pétrole et du gaz. C'est ce qu'il a reconnu il y a seulement quelques semaines. Et à ce moment-là, ça paraissait encourageant. La journée avait bien commencé, dans le sens où il est allé en Turquie en annonçant qu'il allait lever toutes les sanctions contre ce pays, ce qui reviendrait à libérer des armes stratégiques que la Turquie pourrait utiliser pour se défendre contre Israël. Donc, cette partie-là semblait prometteuse. Et puis sa réaction a été complètement excessive. Hier, ou peut-être avant-hier, il a encore sorti cette déclaration stupide à la Maison-Blanche, en parlant en gros de déstabiliser, de détruire tous les ponts, de tout faire sauter. Il ne veut pas vraiment le faire parce qu'il dit se soucier du peuple iranien. Ce qui, soit dit en passant, est une drôle d'admission à faire. Quand on dit « je ne devrais pas faire ça parce que ça toucherait gravement les civils », c'est reconnaître que ce qu'on envisage de faire relève d'un crime de guerre. Sinon, on n'aurait même pas à s'en inquiéter. Son argument, en plus, c'est juste de la fanfaronnade stupide. Il est devenu la caricature de lui-même. Il est bête comme ses pieds. Sa personnalité vantarde est tellement ridicule, tellement absurde, que ce n'est même plus drôle. Dire des choses comme « en 1 heure, on pourrait détruire tous leurs ponts », c'est du grand n'importe quoi. En 1 heure, on pourrait anéantir tout leur réseau électrique décentralisé. Pur délire. C'est du baratin complet. Tout le monde sait que c'est du grand n'importe quoi. Du coup, tout ce que ça fait, c'est donner l'image d'un Trump soit fanfaron idiot, soit faux vantard. Dans les 2 cas, ce n'est pas flatteur. Mais on voit bien que, enfin, Vance a vraiment travaillé dur pour faire avancer les choses autant qu'il pouvait. J'expliquais la semaine dernière que les déclarations de Vance dans les médias conservateurs visaient surtout à garder Trump sous contrôle. Et je ne pensais pas que l'Iran se souciait beaucoup de ses propos. Beaucoup de gens disaient « Ah, donc, le protocole d'accord, c'est juste un faux accord pour relancer le gaz et le pétrole. » Non, clairement pas. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait en ce moment, à savoir imposer des sanctions qui risquent justement de réduire la quantité de gaz et de pétrole qui circulent dans le monde. Les gens ont juste surréagi à leurs idées préconçues et ils ont interprété les choses, alors qu'à mon avis, même l'Iran n'a pas compris Vance de cette façon.
Je pense que tout le monde sait, des deux côtés, qu'au fond, le grand facteur X ici, c'est Trump. Que la capacité de décision de Trump est gravement altérée. L'Iran l'a d'ailleurs bien compris, puisqu'ils ont fait appel à des psychologues pour négocier et évaluer Trump. Mais en plus, faire ça alors que les funérailles étaient encore en cours, c'était stupide. C'est Trump tout craché, comme un gamin de 6 ans qui renégocie sans arrêt. Bon, je retire ça. On ajoute ça. Non, finalement, je retire encore. Laissez-moi mettre un peu de piment là-dedans. Laissez-moi ajouter quelque chose. Parce qu'il est obsédé par son propre ego. Et c'est ça qui guide toutes ses décisions en ce moment. C'est puéril. Et c'est parce qu'on a une bande de lâches, un cabinet de lâches, qu'il ne reçoit presque jamais de vraie opposition. Vance, en général, c'est le seul dans la pièce à oser lui répondre quand Trump part dans ses délires absurdes. Il parle à Maggie Haberman, du New York Times, dont il se plaint sans arrêt, mais il l'appelle quand même un soir sur deux. Le livre Regime Change raconte en détail qu'il disait vouloir être comparé à Attila le Hun, Genghis Khan, Hitler, Staline. Il a littéralement fait ces comparaisons, ce qui donne une idée de sa folie. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'Iran d'essayer d'exporter autant que possible son propre pétrole et son gaz, au moins par le détroit d'Ormuz. Et c'est aussi dans l'intérêt de la Chine et d'autres pays que le trafic revienne peu à peu à la normale. Donc, espérons que ça puisse encore se produire. Mais ce que tout cela confirme, selon moi, c'est qu'un accord final est extrêmement improbable. Et la raison pour laquelle c'est tellement absurde de faire ça sur la question des sanctions, c'est que c'est justement la principale inquiétude de l'Iran. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis pour aller jusqu'au bout. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis pour tenir parole. Tout ce que le camp de Fox News raconte sur l'Iran n'est en réalité pas vrai à propos de l'Iran, mais c'est vrai à propos des États-Unis. C'est nous qui, sans arrêt, faisons capoter les accords, qui les sabotons, qui ne tenons pas parole. Et Trump en est la démonstration, puissance 10. Franchement, à quoi bon lever les sanctions si on peut les rétablir quand on veut? Ça n'a aucun sens. Et je pense que ça va apprendre à l'Iran que ce n'est sans doute pas une voie productive, ni rentable, et qu'il vaut mieux chercher une sorte d'impasse qui serve leurs intérêts. C'est probablement la voie la plus réaliste, et peut-être leur meilleure option. Parce que Donald Trump est incapable de respecter ou de maintenir le moindre accord. Le pétrole brut Brent monte à 75,5. Vous savez, il avait baissé et là, il repart à la hausse. C'est directement lié à ce qui s'est passé ces dernières heures, il y a à peine quelques heures. Et justement, Robert, ce qu'on a appris aujourd'hui du ministre iranien des Affaires étrangères, il a déclaré qu'il n'y aurait aucun accord avec les États-Unis tant qu'Israël ne se retirerait pas totalement de Gaza. C'était juste avant l'annonce, selon laquelle les États-Unis allaient révoquer les autorisations pour le pétrole iranien. Donc, il n'y a rien. En regardant le protocole d'accord, chaque clause, sans exception, a été violée jusqu'à présent. Et je ne sais pas ce que ces deux parties peuvent encore faire. Ça me rappelle le cas de l'Ukraine, vous l'avez mentionné. L'esprit d'encourage a disparu aujourd'hui. Il est censé être là, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est la même chose, ça se passe en ce moment même. Et lui, il est en Turquie pour le sommet de l'OTAN. Comment voyez-vous l'évolution de ce type de conflit qui semble devoir se prolonger encore et encore avec la poursuite de la guerre? J'ai été plein d'espoir pendant environ une semaine. Vance, lui, est resté optimiste tout du long. Mais moi, vraiment, ça n'a duré qu'une semaine. Parce que Trump disait enfin que les sanctions étaient une mauvaise politique, qu'elles affaiblissaient la souveraineté américaine à l'échelle mondiale et le système financier.
Il disait aussi que c'était en réalité l'argent de l'Iran, donc on ne pouvait pas le garder indéfiniment, et qu'Israël devait faire preuve de raison sur le Liban, tout en tenant un discours plus agressif par ailleurs. Mais le problème, c'est que si les gens pensent encore que Trump agit de manière rationnelle et intelligente, et qu'il a les mêmes capacités mentales qu'il y a un an, ils doivent alors ignorer des preuves de plus en plus flagrantes. Parce que si vous partez du principe que Trump pense comme un tout petit, qu'il a perdu la partie de son cerveau qui contrôle les fonctions exécutives, cette zone du lobe frontal, qui aide à filtrer la pensée à travers l'émotion, la conscience sociale, bref, ce filtre qui permet de savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, et tout le reste, autrement dit, d'agir autrement qu'un enfant de 2 ans dans sa façon de penser et d'aborder les choses. Alors, il devient très difficile d'expliquer les 6 derniers mois, et il devient tout aussi difficile de prévoir la suite. En revanche, si vous partez de l'hypothèse que j'ai formulée, que Larry Johnson a formulée aussi, et d'autres encore, alors Trump devient beaucoup plus prévisible. En d'autres termes, il est imprévisible. Et il l'est d'une manière contre-productive. Vous savez, en théorie des jeux, être totalement imprévisible, c'est un peu comme, je vais vous donner un exemple. Jouer au poker. Quand on se rend compte que quelqu'un est complètement imprévisible, eh bien on finit par le replacer dans une gamme normale de cartes, parce qu'à ce moment-là, il ne peut plus vous tromper. Autrement dit, être tellement imprévisible qu'on ne peut plus induire l'autre en erreur, qu'on ne peut plus le faire douter de ce qu'on a, ça vous empêche de bluffer efficacement. C'est pour ça que ça n'a jamais été une stratégie intelligente dans aucune négociation. Et malgré ce que Trump a pu dire, il n'a en réalité jamais été un grand négociateur. Je veux dire, c'est un excellent marketeur. C'est là que Trump a toujours été brillant, tout au long de sa carrière politique et professionnelle. Vous savez, la télé-réalité, la célébrité, le branding de produits, tout ça. Mais ce n'est pas comme s'il était connu comme le grand négociateur du monde. Ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'y a jamais eu beaucoup de preuves pour soutenir ça. Et maintenant, tout ça s'est complètement effondré. Ce qu'il en restait a disparu. Tout le monde, partout dans le monde, découvre qu'on ne peut pas traiter avec Trump et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et si vous êtes l'Iran aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance à Trump. C'est pour ça, justement, qu'ils vont vouloir passer par les Nations Unies. Mais ensuite, il faut encore s'attendre à ce que Trump respecte ça. Et on ne peut pas s'attendre à ce que Trump respecte ça. Il n'a même pas pu supporter ce qu'il a vu à Versailles il y a 2 semaines. Donc, c'est regrettable, mais c'est la situation dans laquelle on est. Je pense que ce qui est le mieux pour les États-Unis, pour le Moyen-Orient et pour le monde, c'est une solution, disons, réaliste. Le mieux serait un véritable accord qui relance les relations entre l'Iran et le reste du monde. Mais il est très peu probable qu'on y arrive. C'est sans doute le moment d'accepter qu'on ne peut que limiter les dégâts. Et on peut limiter les dégâts en ne défendant pas Israël s'il reste au Liban. On peut limiter les dégâts en réduisant notre présence au Moyen-Orient. On peut aussi limiter les dégâts en évitant un blocus et en ne replongeant pas dans un conflit armé avec l'Iran. C'est sans doute le mieux qu'on puisse faire, ou le mieux qu'on puisse espérer que Trump fasse, compte tenu des risques économiques auxquels il fait face, et qui ne vont pas disparaître de sitôt, plutôt que d'attendre ou d'espérer un quelconque accord. Et il n'y a pas de solution coercitive. Tout le monde autour de Trump le sait. Trump, les jours où il est lucide, le sait aussi. Les jours où il ne l'est pas, il l'oublie. Et le fait qu'il soit surpris montre bien le niveau d'idiotie qu'il y a en Occident à propos de l'Iran. Le voir choqué que les Iraniens battent des records de participation publique à des funérailles, quelle qu'en soit la nature, comme c'est le cas en ce moment même partout en Iran, en dit long.
happening as we speak in Iran, all over Iran. You're probably going to get about half the country or more. Vous allez probablement voir environ la moitié du pays, voire plus, participer aux hommages et à la reconnaissance des funérailles de l'ayatollah assassiné. Ce ne serait pas surprenant. J'en débat depuis 1 an maintenant, même avec des gens au sein de l'administration. C'est simple. Si on regarde les données d'opinion publique de manière fiable, et pas les faux sondages financés par le National Endowment for Democracy, l'USAID, le lobby israélien ou le fils du chat, pas ces trucs-là, mais de vrais sondages, comme ceux réalisés par le professeur Sadat de l'Université du Maryland, ou par le Pew Research Center et d'autres grands instituts américains. Et il ne faut pas seulement regarder ce qu'ils pensent des Iraniens. On peut regarder l'opinion des chiites. Je parle ici des chiites pratiquants, ceux qui sont vraiment religieux, que ce soit au Pakistan, à Bahreïn, au Liban, en Irak, dans certaines régions de Syrie, ou même franchement aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Parce que la plupart des Iraniens installés aux États-Unis ou au Royaume-Uni ne sont pas des chiites pratiquants, ni très observants. Mais si on se concentre sur le sous-groupe des chiites religieux, ceux qui pratiquent vraiment, on découvre qu'ils ont tous une opinion favorable de l'Iran. Et c'est le cas depuis la création du régime, en 1980, selon tous les instituts de sondage compétents, sérieux et indépendants qui se sont penchés sur la question. Donc, pas besoin de se baser uniquement sur un sondage mené en Iran. On peut interroger des groupes similaires dans d'autres pays. Ce qui trompait souvent les gens, c'est qu'il existait une opinion négative de l'Iran dans le monde islamique en général, parce qu'une grande partie de ce monde est sunnite, pas chiite. Mais les chiites, eux, partout dans le monde, ont toujours vu l'Iran comme leur protecteur, leur parrain. On parle souvent de proxy, mais en réalité, il serait plus juste de les appeler des alliés, des groupes qui se sentent protégés, soutenus, représentés et reconnus par le gouvernement chiite d'Iran. C'est pour ça qu'on comprend mieux le nationalisme iranien et la fierté perse, surtout quand on y ajoute la notion de sacrifice chiite. On peut alors imaginer comment la population iranienne réagirait. Même ceux qui critiquent durement le régime se rassembleraient autour de lui, portés par un profond sentiment de nationalisme et une grande fierté culturelle. Et Trump a appuyé sur tous les mauvais boutons possibles. Il a menacé de détruire toute une civilisation, de sacrifier toute la nation. Franchement, il a déclenché chacun de ces signaux qui menaient forcément à ce qu'on vit aujourd'hui. Par sa bêtise, Trump a contribué à rassembler et à unifier le peuple iranien derrière son gouvernement. Et lui, il dit « Je ne comprends pas comment ça peut arriver. » Bien évidemment, c'est évident. Il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Il est complètement perdu au niveau de Joe Biden. Et la triste réalité, c'est qu'au moins Biden n'était pas assez dément ni assez stupide pour aller en Iran. Mais le problème, c'est que Vance doit tenir Trump en laisse. Et c'est quasiment impossible de le faire. Nous avons un autre front en Asie de l'Ouest. L'autre front sur lequel Israël se concentre en ce moment, c'est la Turquie et le Qatar. Et on dit que l'administration Trump, dans son dernier commentaire sur le F-35, veut en vendre à la Turquie. Il a dit « Je vais y réfléchir, je vais en reparler, on verra bien, je vais le donner à la Turquie ». On dirait qu'il n'est plus aussi insistant qu'avant sur la vente du F-35 à la Turquie. Ces nouveaux propos sont, disons, un peu flous, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Mais quand on regarde la situation des États-Unis en Asie de l'Ouest, il n'y a en gros aucune voie vers la paix. Il faut soit affronter la Turquie, soit affronter l'Iran au profit d'Israël. Parce qu'il n'y a, semble-t-il, aucune autre option pour la politique étrangère des États-Unis jusqu'à présent. Ils sont coincés dans le détroit d'Ormuz en ce moment, alors que les combats se poursuivent.
Et au sein de l'administration Netanyahou, certains affirment qu'il ne faut pas vendre ces F-35 à la Turquie, parce que la Turquie serait le pire ennemi, le pire acteur d'Asie de l'Ouest, et qu'elle finirait par s'en prendre à nous. On dit aussi que cela changerait l'équilibre des forces dans la région, parce que si vous donnez des F-35 au gouvernement turc, il pourrait d'une certaine manière s'équilibrer avec nous, avec les F-35 israéliens. Comment voyez-vous la situation à Washington, en tenant compte de ces deux fronts, essentiellement les fronts israéliens, qui semblent être les principaux axes de la politique étrangère des États-Unis? Alors, à propos de la Turquie, ça remonte au moins à février. Parce qu'en février, quand Netanyahou était ici, il a attendu que Vance soit parti, et c'est là qu'il est venu présenter son argument sur l'Iran. Mais déjà à ce moment-là, il disait « La Turquie, c'est la prochaine ». Donc tous ces gens qui faisaient semblant de croire que c'était juste de la rhétorique enflammée, que c'était juste des mots, non. Ils prévoyaient d'attaquer l'Iran, puis la Turquie et ensuite l'Égypte. C'est à quel point il est complètement déconnecté à ce stade. Et puis on a ce petit chihuahua qui veut que tous les pitbulls se battent à ses côtés pour créer les conditions d'un conflit de type Troisième Guerre mondiale à l'échelle du Moyen-Orient. Israël n'est pas un allié officiellement reconnu par traité des États-Unis. Nous n'avons aucun accord de défense militaire avec Israël. En revanche, nous en avons un avec la Turquie. La Turquie fait partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Turquie fait partie de l'OTAN. En tant que telle, nous avons l'obligation, selon la loi qui s'applique ici aux États-Unis, de défendre la Turquie contre Israël. Donc tout ce discours a toujours été insensé de la part de Netanyahou, insensé de la part du projet du Grand Israël, insensé de la part de cette aile, l'aile du Likoud, du lobby israélien. Et même si en Israël même, l'opinion publique commence à reconsidérer tout cela, à voir les conséquences de ce qui s'est passé dans la guerre entre les États-Unis, l'Iran et Israël, les éléments les plus radicaux restent déterminés à vouloir défier Erdogan. Aujourd'hui, sa déclaration la plus importante portait sur les sanctions. Ce sont justement ces sanctions qui empêchent actuellement les États-Unis de vendre ces armes à la Turquie. Si on enlève les sanctions, on supprime tous les obstacles à la vente de ces armes. Il est donc clair qu'Israël n'a pas réussi à convaincre Trump d'aller dans cette direction. Et je pense que c'est une preuve, contrairement à ce que beaucoup de gens ont supposé, que Trump n'agit pas simplement comme une marionnette du lobby israélien. À mon avis, ça va plus loin que ça. On ne peut pas vraiment expliquer Cuba, le Venezuela ou encore la façon dont il a géré l'Ukraine et la Russie avec ce seul prisme. Si, à la place, on imagine que Trump, il y a une raison pour laquelle son fils fait construire une statue dorée de 15 mètres de haut à son effigie dans la nouvelle bibliothèque Trump. C'est parce que Trump est devenu complètement guidé par son ego. Quand il n'est pas occupé à remplir ses poches et celles de sa famille avec des opérations d'initiés et des affaires douteuses tellement flagrantes que tout le monde les voit, ou à conclure des accords parallèles avec d'autres pays pour s'enrichir encore plus, il est simplement poussé par un ego d'enfant gâté qui veut laisser une grande trace dans l'histoire. Il veut qu'on le voie comme un Attila le Hun, comme un Gengis Khan. Ce ne sont pas vraiment les modèles qu'on cite quand on parle de la base anti-guerre de ses propres électeurs. Je pense que concernant la Turquie, Trump ne donnera probablement pas son feu vert pour une attaque, mais il autorisera sans doute la vente d'armes à Ankara. Erdogan a très bien suggéré cette relation. Donc à mon avis, ces ambitions-là, elles ont toujours été réalistes, mais là, elles le sont encore plus. On le voit aussi dans la presse américaine. Si tout ce monde-là y croyait vraiment, on verrait l'establishment de la sécurité nationale, l'État profond, le lobby pro-israélien, commencer à expliquer à quel point la Turquie est dangereuse,
désastreuse, sombre, terrifiante. On entendrait dire qu'Erdogan veut recréer l'Empire ottoman, que les califats islamiques reviennent. Ce genre de discours, cette rhétorique-là, on ne l'entend même pas sur Fox News. Alors dans ce contexte, ils ont laissé Bibi faire son petit numéro, son petit show, si on veut. Mais dans l'ensemble, même eux ne sont pas vraiment partants. Ce qui veut dire qu'ils ne posent même pas les bases, les fondations de tout ça. Ça fait 50 ans, enfin voyons, 46 ans, presque 50, de propagande anti-iranienne. Il n'y a pas eu la même chose à propos de la Turquie, ou Turquie, comme ils préfèrent qu'on dise maintenant. Donc dans ces conditions, je ne vois pas ça aller bien loin. Je pense que les plus grands risques restent les mêmes. Que Trump fasse quelque chose de militaire contre l'Iran ou qu'il essaie de rétablir le blocus. Le deuxième risque, c'est qu'Israël devienne complètement incontrôlable au Liban et à Gaza, ce qui provoquerait une série de réactions mondiales ou pourrait même nous entraîner dedans. Je veux dire, il y a eu des discussions sérieuses, sur l'idée de renvoyer des marines au Liban, alors que Ronald Reagan les avait retirés il y a 43 ans. C'est dire à quel point la situation était folle. Mais malgré tout, Trump a peur de devenir Herbert Hoover. Il a peur de devenir Lyndon Johnson. Et il a aussi peur de devenir Barack Obama. Du coup, ça le rend incapable de conclure des accords, mais ça rend aussi peu probable qu'on replonge dans un conflit militaire à grande échelle. La grande question, c'est que se passera-t-il si l'Iran décide de défendre le Hezbollah en attaquant Israël, au nom ou en soutien du Hezbollah, dans le sud du Liban? Est-ce que les États-Unis interviennent? Est-ce qu'ils cherchent à défendre Israël? Ou est-ce qu'ils se retirent? En même temps, ils essaient de faire passer, à la fois à la Chambre et au Sénat, en gros une fusion de l'infrastructure militaire, de la sécurité nationale, des informations sensibles, des données classifiées sur les nouvelles armes avec Israël. Et ils cherchent à fusionner nos services de renseignement sur de nombreux aspects importants. C'est ce qui se passe en ce moment à la Chambre et au Sénat. S'ils n'arrivent pas à faire passer ça avant novembre, il y a de fortes chances que ça ne passe jamais. Donc ces questions-là sont bien présentes et elles vont avoir un impact. Plus Israël provoque de controverses publiques pour les États-Unis, moins cette législation a de chances d'être adoptée. Et plus les sceptiques d'Israël risquent de gagner du terrain à la Chambre et au Sénat lors des prochaines élections, puis à la présidentielle qui suivra. Je pense donc qu'au final, la Turquie ne se retrouvera pas au centre de tout ça. Et Erdogan, même s'il parle fort, tant qu'il n'est pas attaqué, je ne le vois pas bouger. En gros, il a surtout veillé à ce que les Kurdes ne participent pas à l'attaque contre l'Iran, parce qu'il ne veut pas que les Kurdes se rapprochent de la Turquie. Mais je pense qu'au-delà de ça, il va quand même adopter une attitude surtout protectrice et défensive. L'autre raison pour laquelle Trump est probablement prêt à autoriser ces ventes, c'est qu'ils savent ce que Larry Johnson et Pepe Escobar ont rapporté. Il y aurait des discussions autour d'une sorte d'OTAN islamique avec le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie comme les 4 piliers de cet accord. Et ça, ils ne veulent pas que ça prenne forme ici, aux États-Unis. Donc il faut s'attendre à ce que Trump reste conciliant avec Erdogan et qu'il cherche à renforcer les liens avec la Turquie plutôt qu'à s'en éloigner. Et ce serait du pur Erdogan. Parler fort, décrocher un accord qui lui profite, puis ne plus rien faire derrière. C'est à mon avis le scénario le plus probable dans les relations avec la Turquie. Quel est selon vous l'objectif final en Syrie? On comprend pourquoi Israël déteste d'une certaine manière la Turquie et son influence en Syrie. Ils voient bien que s'ils veulent continuer à occuper la partie sud du pays, cela touche forcément au rôle de la Turquie, à sa loi, à la manière dont elle exerce son influence. En gros,
Les gens qui dirigent aujourd'hui le pays ou qui dirigent la Syrie font partie de la politique turque à Idlib parce qu'ils étaient à Idlib. Ensuite, ils sont venus à Damas et ils sont très liés au gouvernement turc. Ils ont été façonnés par ceux qui venaient de l'extérieur. Vous savez, le HTS qui est arrivé à Damas, c'était un regroupement de différentes factions. Ces étrangers qui n'étaient pas syriens ont été séparés. On les a envoyés au Sahel, en Afrique. Et c'est comme ça qu'on en est à la situation actuelle en Syrie. Mais quand on parle des États-Unis et de leur politique étrangère, est-ce que c'est vraiment différent de Israël en Syrie? Ah oui. En gros, notre politique envers la Syrie a été largement dictée par le lobby israélien, parce qu'on n'a pas grand-chose en jeu là-bas. C'est un peu comme en Ukraine de l'Est, où nos intérêts sont limités aussi. En réalité, c'est surtout la Turquie et Israël qui ont des enjeux majeurs. Et beaucoup de la rhétorique de plus en plus agressive contre la Turquie a commencé après l'effondrement du régime d'Assad, quand l'influence turque s'est mise à rivaliser avec l'influence israélienne pour le contrôle de la Syrie. Et tous les deux ont choisi le roi coupe-tête comme leur soi-disant représentant. Franchement, je trouve tout ça surréaliste. Voyez Trump avec son... Voilà, mon parfum Trump. Apparemment, c'est comme ça qu'on nettoie un coupe-tête. C'est, tu sais, un vrai radical sunnite à l'ancienne, d'inspiration islamiste, un terroriste sectaire engagé dans le terrorisme ouvert et l'un des membres fondateurs d'Al-Qaïda. D'une certaine manière, il s'est ensuite fondu dans Al-Nosra et tout ce qui a suivi. Mais si on regarde bien, il est étroitement lié et allié à certains aspects de Daesh. Donc avec tous ces éléments dans ce pays, la Syrie reste un vrai désastre. C'est, tu vois, simplement la réalité de ce qui est arrivé à ce pays depuis l'effondrement du régime Assad. Et on en est là tant que la Russie est toujours présente. La Russie a d'ailleurs un rôle à jouer. En fait, elle protège un bon nombre de chrétiens contre d'éventuelles attaques de ceux qui sont alliés au gouvernement actuel, non élus, désignés et approuvés par l'Occident. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, il a littéralement des photos de lui en train de tenir des têtes de gens dans ses mains. Voilà le genre de type que c'est. Oui, j'ai trouvé ça assez ironique qu'Israël se plaigne de Trump en disant « Eh bien, laissons-le s'occuper du Hezbollah ». D'abord, il n'en a aucun intérêt. Il s'est à peine faufilé. C'est surtout la corruption qui a fait s'effondrer le régime du fils d'Assad, qui d'ailleurs n'a jamais voulu diriger la Syrie. On l'a un peu poussé dans ce rôle. Lui, il voulait être médecin, vivre sa vie tranquillement. Donc, rien d'étonnant à ce qu'ils disent « Je m'en vais, je pars en Russie ». Mais ce n'est pas comme si c'était une véritable révolution populaire qu'il avait portée au pouvoir. Ce n'était même pas une conquête militaire légitime qui l'a porté au pouvoir. C'était sa volonté d'être un pantin docile au service de l'agenda occidental, de ne pas être une épine dans le pied d'Israël. Et c'est ça qui l'a fait arriver là. Même Assad, lui, n'est pas vraiment intéressé par ça. Il n'en est pas vraiment capable non plus. C'est le monde imaginaire dans lequel vivent le lobby pro-israélien et les néoconservateurs aux États-Unis. Ils se construisent une version complètement illusoire de leur adversaire, un adversaire qu'ils imaginent à leur image sur certains points, corrompu, sans principe, uniquement motivé par le pouvoir. Ils pensent que si on coupe la tête, tout s'effondre, parce qu'ils croient que le mouvement est hiérarchique, égoïste, dirigé d'en haut, alors que les mouvements chiites n'ont jamais fonctionné comme ça. Pas au Yémen, pas en Irak, pas en Iran, pas à Bahreïn, pas au Liban. Les mouvements chiites sont des mouvements défensifs, protecteurs, enracinés dans un profond sens du sacrifice chiite, qui fait partie de leurs principes religieux et de leurs traditions, pour maintenir leur communauté en vie face à toutes sortes d'adversaires politiques et religieux. Et à moins d'exterminer jusqu'au dernier chiite au Liban, on ne mettra pas fin au Hezbollah. On ne désarmera pas le Hezbollah. Donc,
toute stratégie qui vise cet objectif est vouée à l'échec. Et à partir de là, je ne vois pas comment en Syrie, Israël peut prétendre être là pour défendre les Druzes ou pour protéger certains chrétiens. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Quand on les voit bombarder des communautés chrétiennes en Cisjordanie, laisser des maisons brûlées jusqu'aux fondations à cause du terrorisme de citoyens israéliens dans cette région, ou encore détruire des églises chrétiennes au Liban et à Gaza, ou simplement tuer des chrétiens au Liban, à Gaza, ou même en Cisjordanie, ce n'est clairement pas la raison de leur présence. Ils sont là pour étendre le projet du Grand Israël vers le sud du Liban et le sud de la Syrie, ce qui fait partie de l'objectif du projet sioniste depuis ses débuts. Il y a d'ailleurs eu, au sein du sionisme, un débat disant qu'il fallait rester à l'intérieur de ses propres frontières. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas la capacité d'être partout, de continuer à nous étendre et à nous agrandir. Il nous faut juste le minimum pour survivre et tenir ce qu'ils ont déjà. Donc c'est une ambition impériale agressive de la part d'un pays qui dépend entièrement de l'aide américaine, du soutien militaire américain, du soutien technologique américain et du soutien financier américain. Rien que pour envisager de faire tout ça. Et c'est là qu'on voit de plus en plus de voix comme celle de J.D. Vance lui-même dire qu'il faut réexaminer la nature de la relation entre les États-Unis et Israël. Parce que le monde entier déteste Israël, car à chaque problème, il pense que la seule solution, c'est de tuer, tuer, tuer. Donc, étant donné tout ça, et les propos plutôt mesurés de Trump il y a 2 semaines, le fait que chaque fois que Bibi voit un drone s'écraser quelque part dans le désert, il décide de bombarder un nouvel immeuble résidentiel, que ce soit au Liban, en Syrie, à Gaza ou même en Iran, montre bien que les États-Unis et Israël sont en train de se détacher l'un de l'autre, parce que leurs intérêts ne se recoupent plus vraiment. Je pense donc que la Syrie va rester dans cette sorte d'impasse gelée, un peu comme le Liban d'ailleurs, parce que dès que les responsables militaires libanais ont déclaré « Non, on ne va pas faire une guerre civile avec le Hezbollah. Bon courage avec ça. » Je pense qu'un conflit gelé est plus probable qu'un conflit résolu ou qu'un conflit armé. Mais on ne peut pas l'exclure complètement. Dans certaines régions, un affrontement armé reste plus probable qu'une véritable résolution. Quand on parle de la situation entre les États-Unis et Israël, d'un côté, on voit Benjamin Netanyahou affirmer qu'ils veulent être indépendants des États-Unis. Ils ne veulent pas être aussi liés, aussi dépendants, que ce soit sur le plan militaire, du renseignement, tout ça. Ils veulent tout produire ici, en Israël. Mais de l'autre côté, on les entend parler de fusionner les deux armées. En gros, c'est comme s'ils disaient « on va faire ça », mais en coulisses, ils renforcent encore les liens entre les deux pays. Comment voyez-vous cette situation du point de vue militaire et du renseignement du côté des États-Unis? En gros, ils cherchent à obtenir une forme d'accès aux forces armées et aux services de renseignement américains. Un accès qu'aucun autre pays du groupe des Five Eyes, je parle des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Royaume-Uni, n'a. Aucun de ces pays n'a un tel niveau d'accès aux structures militaires et de renseignement américaines. Mais Israël, lui, veut y parvenir sans faire partie de l'OTAN. Quelle est, selon vous, la nature de la relation actuelle entre les États-Unis et Israël? Je pense que c'est une relation qui est en train de changer en temps réel et à une vitesse incroyable, sous les yeux de beaucoup d'entre nous, qui sommes devenus sceptiques, voire critiques, à son égard. Beaucoup d'entre nous, qui avions longtemps défendu Israël dans l'opinion publique, ont compris il y a 1 an qu'il fallait réévaluer cette relation. Charlie Kirk était justement en train de le faire quand il a été assassiné. Le vice-président Vance, lui, est dans ce processus depuis 1 an maintenant.
C'est d'ailleurs pour ça que lors de sa dernière visite en Israël, il n'est pas allé au mur des lamentations. À la place, il s'est rendu dans l'ancienne église orthodoxe qui s'y trouve. On reçoit plein de photos et de vidéos de lui là-bas, avec cet électorat en Israël. Donc je pense que c'est ça qui se prépare. Et on a vu, ces 3 dernières semaines, des élections et des primaires aux États-Unis, à New York et au Colorado, où des candidats pro-israéliens ont été battus par des candidats anti-israéliens, ou disons plus sceptiques vis-à-vis d'Israël. Du coup, le lobby de l'AIPAC sent bien qu'il est en train de perdre du terrain. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix institutionnaliser cette relation. Et pour comprendre ce que fait Bibi, il suffit d'écouter ce qu'il a dit sur Erdogan et d'appliquer ce que j'appelle un filtre, la confession par projection. Donc si quelqu'un t'accuse de quelque chose de complètement farfelu, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont sans doute en train de te confier leurs propres problèmes. Tu sais, certaines personnes ont ce cœur révélateur, un peu comme dans Edgar Allan Poe, ce besoin de confesser les mauvaises choses qu'elles ont faites. Et pour ça, elles projettent leurs fautes sur toi, comme si c'était toi qui agissais ainsi. Dans sa récente attaque contre Erdogan, c'est un peu ça. Il dit que cet homme ment sans arrêt, de façon flagrante, qu'il aime flatter les États-Unis pour obtenir ce qu'il veut, tout en prévoyant de les trahir pour servir un agenda militaire impérial caché derrière tout ça. Et je me suis dit, ça ne ressemble pas vraiment à la Turquie d'aujourd'hui. Par contre, ça ressemble un peu à l'Israël de Bibi. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Et on voit bien leur peur au fait qu'ils essayent d'institutionnaliser la relation entre Israël et les États-Unis, à la fois sur le plan militaire et dans le domaine du renseignement. Et vous avez raison de le souligner. Non seulement personne dans les Five Eyes, mais personne dans toute l'histoire de l'Amérique, aucun de nos alliés, personne au sein de l'OTAN, n'a jamais eu un tel niveau d'accès, ni un tel partage institutionnalisé du renseignement ou de la sécurité nationale concernant nos armes et nos systèmes de défense les plus essentiels. C'est donc sans aucun doute un projet de loi absolument scandaleux, même d'avoir pu l'imaginer et le proposer. Et je pense que ceux qui poussent dans ce sens ne se rendent pas compte que l'époque où le lobby pro-israélien dictait la politique américaine touche rapidement à sa fin. Aujourd'hui, on peut souvent être élu simplement en se présentant comme un critique de l'AIPAC. Rien que ce sujet-là suffit à gagner une élection aux États-Unis. Ce qu'on voit, ce sont les efforts désespérés, presque désespérants, d'une puissance en déclin. Que ce soit les États-Unis eux-mêmes sur la scène mondiale, l'Europe face à la Russie, ou encore le contrôle et le monopole du lobby pro-israélien sur la politique américaine. Jamais il n'avait eu un tel niveau de déférence de la part d'un président américain, comme Trump lui-même l'a reconnu, dans toute l'histoire du pays. Je veux dire, quand Ronald Reagan a dû prendre une décision, il a fini par comprendre qu'Israël lui avait menti. Et dès qu'il l'a fait, il a retiré nos forces de la région. Il n'y a plus eu de conflit armé là-bas, et il a dit à Israël de se calmer. C'est ça, la solution Reagan, celle que même Mark Levin appelle la vraie approche de Reagan, le conservateur ultime, l'original. Eh bien, Reagan lui aurait dit d'aller se faire voir. Et c'est exactement ce que Trump devrait faire. Mais il n'en est pas capable plus d'une semaine, parce qu'après, Fox News se fâche contre lui, et il part bouder dans son coin. Il n'est pas seulement le toutou de Bibi, il est tellement soumis à la classe des donateurs et à l'establishment néoconservateur, ceux-là même qui ont littéralement essayé de le détruire, qu'il est devenu une version faible et géniarde de lui-même, la caricature que ses détracteurs disaient qu'il était depuis le début. Je pense que tant que ce sera le cas, Israël aura encore assez d'espace et de marge pour survivre peut-être une année de plus. Mais après ça, à mon avis,
tout ce qui se fera dans les 5 à 10 prochaines années marquera le début d'un divorce complet entre les États-Unis et Israël, à mesure qu'Israël deviendra un véritable paria politique. Par exemple, en ce moment, Trump ne le comprend pas, mais les Américains juifs ont une opinion très négative de Donald Trump. Malgré tout ce qu'il croit, parce qu'il confond à tort le judaïsme avec Israël, alors que les deux ne sont pas du tout la même chose. Et dans le même esprit, les Juifs américains ont aussi une opinion très très négative de Bibi Netanyahou. Donc penser qu'il y a encore un intérêt politique à poursuivre dans cette direction, c'est complètement illusoire. Le dernier groupe, ce sont les chrétiens évangéliques baby boomers, et même eux deviennent de plus en plus négatifs envers Israël. Tous les évangéliques de moins de 60 ans, pris dans leur ensemble, ont une opinion très défavorable d'Israël, beaucoup plus défavorable que celle des chiites, qui, eux, ont une vision très positive de l'Iran, comme on le voit en ce moment avec ses funérailles historiques. Donc, je pense qu'à terme, la relation entre Israël et les États-Unis finira par s'effondrer. Il y aura, comme l'ont dit Larry Johnson, Pepe Escobar et d'autres, une réorganisation complète des structures mondiales de sécurité et de défense. Mais cela passera peut-être par quelques secousses. Espérons simplement qu'il ne s'agira pas d'une secousse nucléaire avant d'y arriver. Juste avant de conclure, vous avez mentionné les funérailles du défunt guide suprême de l'Iran. Et on a vu, honnêtement, je n'ai jamais vu une foule pareille de ma vie. Et tout ça, c'est parce que je parle du peuple iranien, de la société iranienne depuis très longtemps. Parce que je pense qu'en Occident, ici au Brésil, et surtout en Occident, la perception est complètement faussée quand il s'agit de l'Iran, de ce qui se passe à l'intérieur du pays, de la relation entre le gouvernement et le peuple, des racines profondes, des causes principales de ces problèmes, notamment économiques, tout ça. J'essaie de faire de mon mieux, mais quand je regarde ce qui se passe en Iran, je me dis que l'assassinat du président iranien a énormément contribué à renforcer l'unité à l'intérieur du pays et à changer la manière dont les gens perçoivent ce qui se passe contre l'Iran, dans la région comme à l'extérieur. Pensez-vous que ce genre de pensée un peu délirante, vous savez, celle de certains Israéliens, en gros, avant que la guerre ne commence, ils disaient « tout s'effondre, il faut y aller, lancer la guerre, faire quelques bombardements aériens, détruire quelques installations, et tout va devenir grandiose, magnifique, avec une grande victoire en Iran. » Pensez-vous qu'au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, du résultat de la guerre, je crois même que les funérailles ont eu un impact bien plus important que le résultat militaire lui-même, surtout pour ceux qui pensaient qu'il existait une sorte de fracture entre le gouvernement et le peuple. Pensez-vous que cela sera pris en compte à Washington? Ou bien vont-ils continuer à entretenir le même type d'illusion sur le peuple iranien, sur le gouvernement iranien et sur la voie à suivre? Ce qui est fascinant, c'est... Enfin, imaginez un peu. Vous savez, je dis souvent que Sling Blade était un super film tourné ici. Et Billy Bob Thornton expliquait qu'il avait trouvé le personnage et sa façon de parler, parce que, quand il doutait de lui-même, il se disait « Billy Bob, pas idiot, Billy Bob malin ». C'est comme ça qu'il a eu l'idée de la voix du personnage de Sling Blade. Et moi, ces temps-ci, je dis un peu la même chose. Trump, pas idiot, Trump malin. Et beaucoup de ces types, réfléchissez-y. Vous allez vous attaquer aux chiites, aux Perses, aux Iraniens. Genre, j'ai une idée de génie. Je vais faire de leur chef religieux, un martyr. Ce plan, soi-disant super intelligent, comme si ça ne risquait pas de se retourner contre une culture, une religion, une tradition, fondée sur le sacrifice, sur le martyr. Franchement, c'est littéralement l'idée la plus stupide qu'on puisse avoir. Et pourtant, c'est ce qu'il a pensé. Donc pour moi, ce n'est absolument pas une surprise.
ceux d'entre nous qui ont observé la situation de plus près, qui étaient mieux informés, plus lucides, plus précis dans leurs analyses cette dernière année, savaient très bien que l'Iran réagirait comme ça. Et malgré tout, Trump s'est convaincu que ce serait exactement l'inverse. Je ne crois pas qu'Israël y ait jamais vraiment cru. Je pense que Netanyahou sait très bien qu'il ment, et il s'en fiche complètement. Il sait très bien comment piéger les politiciens américains pour qu'ils aillent dans son sens. Je veux dire, par exemple, en adoptant le christianisme évangélique dispensationaliste, qui, si on l'applique littéralement, revient à dire qu'on attend que tous les Juifs d'Israël meurent pour que l'enlèvement ait lieu. C'est bien ce que ça veut dire. Il n'y a aucun effort sincère du côté israélien pour adhérer à cette idéologie. C'est impossible, par définition. Mais ils font semblant, dans le lobby pro-israélien, dans le cercle de Bibi, dans le parti du Likoud, pour tromper les évangéliques américains de la génération du baby-boom et leur faire croire à tout ça. Mais je suis d'accord avec vous. Avec Trump, il n'y a rien de fiable. Une minute, il comprend les conséquences, et la suivante, tout a disparu de sa tête. Il invente des choses tellement souvent qu'on ne peut pas faire confiance à quoi que ce soit pour rester stable plus de 24 heures. Parfois, même pas 2 heures. Donc avec Trump, ça restera toujours peu fiable. Les idéologues, eux, vont simplement ignorer tout ça et faire comme si de rien n'était. Mais les observateurs sincères, ceux qui ont peut-être été influencés par la propagande, eux, ne peuvent pas l'ignorer. Ils voient ces immenses vidéos diffusées par les médias occidentaux montrant le plus grand rassemblement de soutien à un dirigeant partout dans le monde. Ce n'est pas seulement le plus grand rassemblement pour des funérailles, c'est le plus grand rassemblement de masse de toute l'histoire à ce moment-là. On parle de 30 à 50 millions de personnes réunies en même temps à travers le pays, soit plus de la moitié de sa population. Si vous avez plus de 45-46 millions de personnes, à peu près, qui sont là dehors à célébrer la vie du dirigeant martyr, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, je pense, redonné une nouvelle vie générationnelle à la République iranienne. Sans tout cela, la République islamique commençait à s'effacer, à perdre de l'influence auprès des jeunes générations, à cause, selon eux, d'une application trop stricte de certaines lois sociales et culturelles. Un autre groupe était déçu parce que les aspects économiques de la révolution n'avaient pas vraiment porté leurs fruits, du moins pour les nouvelles générations, dans une population qui reste relativement jeune en Iran. Mais maintenant, ils les ont rassemblés autour de quelque chose de plus grand qu'eux, plus grand que les questions d'argent, plus grand que les restrictions culturelles. Ils sont allés droit au cœur, à l'âme même de l'esprit perse, de la croyance chiite dans le sacrifice et du nationalisme iranien. Et ils ont incarné tout cela dans la figure du guide suprême, transformant ainsi l'empire des États-Unis et d'Israël en véritables ennemis, d'une manière qu'ils ne ressentaient pas auparavant. Et donc, forcément, c'est comme ça qu'on se retrouve avec encore plus de slogans du type « Mort à Israël »,« Mort aux États-Unis » et d'appel à la vengeance qu'avant la guerre. Et toute cette illusion selon laquelle il y aurait eu un grand mouvement de protestation, impatient de renverser la République, qui aurait dit « S'il vous plaît Israël, venez nous bombarder. S'il vous plaît, États-Unis, venez nous bombarder. » Eh bien, c'était parmi les propos les plus stupides jamais tenus. Mais Trump lui-même les a tenus. Et tout le monde peut voir que c'est un mensonge. Et Trump est peut-être assez stupide pour continuer à y croire, mais personne d'autre ne peut. Et quand cette réalité va s'imposer, on va commencer à voir des choses comme ce que fait l'Europe. On ne se plaint pas des péages, mais on demande juste d'être un peu sympa, de ne pas nous faire payer trop cher, même si on a qualifié votre armée ou votre garde révolutionnaire d'organisation terroriste.
Ce changement-là, on va le voir revenir dans le reste du monde civilisé. Et on va voir apparaître un certain respect, une certaine reconnaissance envers l'Iran, qui n'a rien à voir avec la caricature que les médias de propagande ont ancrée dans une grande partie de l'esprit occidental. Donc, je pense que cette guerre a en fait ravivé la révolution islamique, lui donnant une nouvelle naissance en Iran, au lieu de la détruire. Oui, oui. Merci Robert d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Toujours oui. Content d'être là. J'espère qu'un jour on aura de meilleures nouvelles à commenter. Exactement. À bientôt Robert. Prends soin de toi. Au revoir. Take care. Bye-bye.